Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Vous êtes en visite à Lyon pour voir les acteurs locaux de la French Tech. Alors, vu de votre ministère, comment se porte la French Tech lyonnaise? La French Tech lyonnaise se porte bien. En fait, cette année, les 10 ans de la French Tech. Lundi dernier, à l'Élysée, avec le président de la République, on a eu l'occasion de revenir sur le bilan de ces 10 ans. Et on a de vraies raisons de se satisfaire parce que malgré la période d'incertitude que nous traversons, la French Tech se porte bien. Elle a montré l'année dernière qu'elle était capable de lever plus de fonds qu'en 2021, là où dans d'autres pays, en Allemagne ou aux États-Unis, les levées de fonds baissaient. Et puis on a vu ces 10 dernières années des dizaines, des centaines de milliers de créations d'emplois dans tous les territoires de France. Donc c'est un succès et c'est grâce notamment à l'implication des capitales et des communautés French Tech, des communautés d'entrepreneurs qui font vivre cette idée et ce programme de la French Tech partout en France. Vous n'avez pas cité les collectivités locales. D'ailleurs, vous n'avez pas prévu de rencontrer ni le maire de Lyon ni le président de la métropole. Les relations sont distendues avec les écologistes sur ces sujets? Non, mais je dois malheureusement rentrer à Paris. Ceci étant dit, je reviendrai très prochainement à Lyon et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec eux. Vous pensez que ce sont des acteurs qui soutiennent suffisamment les French Tech? Je pense qu'ils doivent soutenir la French Tech et les entreprises innovantes en particulier parce que parmi ces entreprises, il y en a qui nous permettront de relever les grands défis de l'époque. Nous n'aurions pas à relever le défi de la vaccination sans l'apport décisif de Doctolib et nous ne relèverons pas le grand défi climatique sans la mobilité décarbonée avec des solutions comme celle de Blablacar, les bornes électriques de Zplug et d'Electra ou encore les batteries électriques de Vercor en Auvergne-Rhône-Alpes à Grenoble. Et puis nous ne relèverons pas ce grand défi climatique sans l'agriculture bas carbone. Cette semaine, c'est le salon de l'agriculture. Là encore, deux entreprises françaises leaders mondiales, Innovafeed et Insect, qui sont en train de révolutionner l'alimentation animale pour faire baisser l'empreinte carbone de l'agriculture. Est-ce qu'il y a des licornes parmi les startups que vous repérez dans la French Tech lyonnaise? Parmi celles que je viens d'évoquer, et je pense en particulier à Vercor, il y a des entreprises rhône-alpines, oralpines, qui ont effectivement le potentiel de devenir de très belles et très grandes histoires entrepreneuriales et d'innovation. Vous allez rendre visite ensuite notamment à Netri, une start-up qui est spécialisée en biomédicaux, enfin analyse de médicaments numériques, c'est ça? Absolument. Parmi les autres grands défis que les technologies et les entreprises de la French Tech vont nous permettre de relever, il y a évidemment celui du vieillissement de la population, des maladies chroniques, où nous avons une longue tradition en santé, et singulièrement à Lyon, avec de nouvelles solutions, de nouvelles entreprises qui se créent pour apporter des solutions là où il semblait n'y en avoir plus. On sait qu'avec votre histoire familiale, vous êtes plus proche d'un Laurent Wauquiez que des écologistes à la métropole. Est-ce que la relation est plus facile avec la région Rhône-Alpes qu'avec la métropole de Lyon ou la mairie de Lyon? Je crois que vous savez que l'État n'a pas vocation à choisir son camp entre les élus locaux, mais plutôt à essayer de les encourager à travailler ensemble. Ce qui compte, je crois, c'est que la ville de Lyon, la métropole, le département du Rhône reste fidèle avec sa nature profonde, avec leur nature profonde de territoire d'innovation, d'entrepreneuriat. En l'occurrence, c'est pas choisir son camp, presque choisir son opposition. S'agissant de l'État, à nouveau, il ne s'agit pas de choisir son opposition, mais de faire travailler ensemble les acteurs du territoire sans leur dicter, leur conduite, mais en essayant de jouer ce rôle d'animation sur le territoire. Et je crois que l'État, en région, dans le département du Rhône et en région, le fait très bien. Vous avez accueilli récemment une nouvelle préfète qui va prendre le relais de ce qui était très bien fait par son prédécesseur. Alors on vous entend beaucoup dans la presse dire que vous voulez maîtriser les technologies du futur plutôt que les subir, que la France doit être aux avant-postes du Web 3, que vous voulez résister aux GAFAM. Est-ce que vous n'en faites pas beaucoup? Est-ce que la bataille n'est pas déjà perdue face à la puissance financière des GAFAM? Non, je ne crois pas qu'elle soit perdue, puisque rappelons-nous que Internet a été inventé dans mon département des Yvelines, que le web, c'est-à-dire la manière dont les pages sont affichées sur Internet, a été inventé dans l'Ain, au CERN,
et que nous avons ensuite laissé échapper ces technologies qui ont été accaparées par les États-Unis. Aujourd'hui, quand nous regardons derrière nous, nous avons un petit regret d'avoir été à l'origine de ces innovations qui ont été captées par ailleurs. Je crois que notre responsabilité pour que la France et l'Europe soient indépendantes demain, pour que nous puissions transmettre à nos enfants un pays indépendant dans lequel ils peuvent choisir, c'est de faire en sorte que ces talents, qui sont aujourd'hui encore nos meilleurs talents dans des postes stratégiques dans ces grandes entreprises américaines, que nos talents, nous puissions les conserver et les mettre au service de l'innovation française et européenne. Ce qu'on voit, c'est que la puissance financière américaine est sans commune mesure avec ce que l'Europe est capable de financer ou la France. Et donc, quand les structures grossissent, elles peuvent simplement se faire acheter. Alors, c'est vrai. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que des entreprises américaines se sont constituées des monopoles sur nos marchés numériques. Et ce que nous faisons, ce que nous avons commencé à faire l'année dernière, pendant que la France présidait l'Union européenne sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, ce que nous continuons à faire aujourd'hui, c'est d'utiliser le levier de la concurrence au niveau européen pour casser les positions de monopole établies au fil des années par un certain nombre d'acteurs de la Big Tech. Je pense en particulier aux acteurs du cloud, puisque nous sommes en train de négocier un règlement qui imposera des règles de concurrence saines et équitables pour imposer à celles et ceux qui veulent opérer sur le plus grand marché du monde, c'est-à-dire le marché européen, de suivre des règles de portabilité, d'interopérabilité, c'est-à-dire de permettre à leurs utilisateurs de switcher plus facilement, ce qui remettra un peu de concurrence, ce qui rendra les acteurs, les entreprises européennes moins dépendantes de ces fournisseurs de logiciels dominants aujourd'hui, et ce qui ouvrira des espaces pour les entreprises européennes. Ce que vous voulez, c'est imposer des règles aux acteurs du numérique qui, de toute façon, dépassent la France. Absolument. Nous avons la plus grande démocratie du monde, en tout cas du monde libre. Nous avons le plus grand marché du monde avec l'Union européenne. Chacun est bienvenu pour y faire commerce à condition qu'il respecte nos règles. Alors, on parle déjà du Web.3, notamment les non-fungible tokens, les crypto-monnaies. Est-ce que la France est armée pour être, comme vous le dites, aux avant-postes sur ce sujet-là, sachant qu'on voit déjà des fonds de capital risque américains investir, comme l'ancien patron de Twitter l'a dit, c'est illusoire de penser que ce sera une démocratie, ce seront les financiers qui domineront. Je pense que le Web3 va permettre de résoudre certaines des questions qu'on n'a pas su résoudre dans les versions précédentes de l'Internet. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes pleinement mobilisés pour essayer de faire respecter les limites d'âge sur Internet, en particulier pour protéger nos enfants et éviter qu'ils soient exposés, comme c'est le cas aujourd'hui par millions, aux sites pornographiques. Pour cela, il nous faut réussir à pouvoir attester de la majorité ou non d'un internaute sans nécessairement avoir à dévoiler son identité. Les technologies du Web3, elles permettent précisément cela, parce qu'elles permettent, à partir d'une identité numérique, d'en détacher des attributs, votre genre, votre âge, votre profession, sans dévoiler le reste de votre identité. Et donc, je vois dans le Web3 un certain nombre de promesses, et je suis très heureux que nous ayons bien travaillé depuis 5 ans pour faire de la France le premier hub, la première place pour le Web3 en Europe. Je ne dis pas que le Web3 va révolutionner toute la vie, mais je dis que dans certaines dimensions de la vie, le Web3 va apporter des révolutions. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, la France est bien positionnée. Il y avait la semaine dernière un salon international du Web3 à Paris. Il y avait 10 000 personnes et des acteurs du monde entier qui sont venus. Tout ça est plutôt bon signe, parce que ces révolutions qui viennent, comme vous l'avez dit, je pense qu'il vaut mieux les maîtriser plutôt que de les subir. Concrètement, sur les sites pornographiques, pour y accéder désormais, il faudra présenter une carte d'identité à un tiers de confiance. Non, pas une carte d'identité justement, puisque aujourd'hui, lorsqu'un adulte veut pouvoir accéder à du contenu pornographique, il n'est pas demandé par la loi son identité. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas en ligne. Le problème, c'est que hors ligne, dans le monde physique, dans le monde réel, on n'imagine pas un enfant de 12 ans accéder à des contenus pornographiques, à un sex shop, etc. Sur Internet, c'est massif. Un tiers de nos enfants de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des contenus pornographiques. Et c'est 2 tiers à 15 ans. Pourquoi ? Parce que les sites ne vérifient pas l'âge. Il y a 3 ans, nous avons pris une loi pour leur imposer de le faire sérieusement. Ils ne le font toujours pas.
Nous exigeons qu'il le fasse. C'est une affaire qui est désormais entre les mains de la justice. En parallèle, nous continuons à travailler pour développer des solutions de vérification d'âge qui soient protectrices de nos enfants et puis protectrices de la vie privée en parallèle, pour que les sites n'aient plus aucune excuse, s'agissant des sites porno bien sûr, mais tous les sites qui ont des limites d'âge, je pense à d'autres sites réservés aux adultes, ou même aux réseaux sociaux, qui ont des limites d'âge qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait respectées. Et donc concrètement, ce sera 2 tiers de confiance qui valideront l'identité, l'âge des utilisateurs. Aujourd'hui, il existe des solutions, et ça fait bien longtemps que les sites pornographiques auraient pu les installer, qui fonctionnent avec la carte bleue ou avec une forme de reconnaissance par une photo de l'âge que vous avez. Nous travaillons en parallèle à des solutions qui sont à la fois protectrices des utilisateurs, mais qui garantissent zéro fichage et zéro piratage des données des utilisateurs pour qu'il y ait la plus grande panoplie possible de solutions et que les sites pornographiques, les sites réservés aux adultes et les réseaux sociaux puissent enfin faire respecter la loi, c'est-à-dire vérifier l'âge de leurs utilisateurs. L'autre sujet auquel vous souhaitez vous attaquer, ce sont les arnaques, notamment par SMS, qui nous conduisent vers des faux sites. Ce que vous souhaitez mettre en place, c'est un filtre qui informera directement des sites frauduleux. Un Français sur 2 a été victime d'une tentative d'intrusion l'année dernière, c'est ce que nous disent les enquêtes, et chacun a pu le constater dans son quotidien. Qui n'a pas reçu un SMS de l'assurance maladie, pour la vignette critères, pour le compte personnel de formation, qui sont en réalité des faux SMS qui veulent vous diriger vers un site qui va collecter vos données personnelles ou vos données bancaires. C'est un scandale, c'est un fléau. Il faut que nous puissions y mettre fin et garantir à tous les Français la cybersécurité du quotidien. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé pendant sa campagne électorale la mise en place d'un filtre anti-arnaque, c'est-à-dire d'un dispositif simple, gratuit, facultatif, qui avertira préventivement l'internaute qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme étant un site à arnaque. Vous ne pouvez pas simplement interdire ces sites ou les faire fermer ? Vous pouvez, mais techniquement c'est compliqué étant donné la rapidité, la vitesse avec laquelle ces sites sont ouverts ou sont fermés. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'interdire aux internautes d'aller sur tel ou tel site, mais simplement de les avertir. Il y a une différence entre des mesures de bannissement des sites ou des destinations vers lesquelles les internautes vont naviguer et un avertissement qui leur est donné. Mais comment vous allez recenser ces sites qui effectivement se créent tous les jours ? C'est un sujet qui n'est pas si évident que ça techniquement et juridiquement, sinon ça aurait déjà été fait. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec l'espoir de parvenir dans le courant de l'année 2023 à une première version test, de façon à ce qu'elle puisse être enrichie puis généralisée à l'horizon 2024, c'est-à-dire à l'horizon des Jeux Olympiques. Et dernière question, j'ai lu dans Libération en début d'année que vous aviez fâché Irène Frachon, la médecin de l'affaire Mediator, en remettant à Madeleine Dubois, la lobbyiste des laboratoires Servier, qui a été lobbyiste des laboratoires Servier, la Légion d'honneur en janvier dernier. Vous n'aviez pas justifié cette décision dans Libération. Qu'est-ce qui justifiait de la décorer ainsi à quelques jours de l'ouverture du procès Mediator? Non, c'est évidemment un moment qui a été une coïncidence d'événements qui était peut-être un peu malheureuse, mais c'est bien pour son parcours d'élu, de vice-présidente du département de la Haute-Loire chargée des questions de numérique que Madeleine Dubois a été promue dans l'ordre de la Légion d'honneur. Elle avait déjà été nommée dans l'ordre de la Légion d'honneur il y a une vingtaine d'années. Elle est promue à l'occasion de cette promotion et bien évidemment que ça n'a rien à voir avec ces activités, les activités que vous avez citées, mais ça n'enlève pas son mérite acquis comme élu local dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Noël Barrot, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.